Voilà. Bonjour Florian, donc bienvenue aux rencontres d'Espace Marx pour la 14e année consécutive. Et donc tu vas nous parler ce matin donc, de quelques remarques sur le communisme à partir de Lucien Sèvres. Donc présente-toi en même temps, ça sera plus simple. Et puis ensuite, tu as la parole pour une trentaine de minutes, hein, en fonction de ce que tu as prévu. Donc merci d'abord pour votre invitation. Je suis enseignant de philosophie dans un lycée à Besançon. Voilà. Et donc, je voulais vous parler un petit peu du communisme à partir de Lucien Sèvres. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas faire une lecture interne d'histoire des idées de l'œuvre de Lucien Sèvres, mais réfléchir à quelques dimensions, à quelques questions qui se posent aujourd'hui pour le communisme à partir de ces textes. Donc, ma discussion, elle va porter sur des points qui me semblent mériter discussion, avec lesquels je suis donc en désaccord dans la pensée de Lucien Sèvres, mais je tiens tout de suite à préciser que je ne voudrais pas laisser penser que l'existence de ces points de désaccord résume mon rapport à la pensée de Lucien Sèvres. Lucien Sèvres lui-même déplorait dans son dernier ouvrage, il déplorait l'absence de réel espace public de discussion des anticapitalistes. Il déplorait le fait qu'on ne se lise pas beaucoup, que le moindre désaccord était prétexte à des divergences radicales, à des refus de se lire, etc. Donc, c'est pas du tout mon cas, c'est-à-dire que j'ai appris énormément à la lecture de Lucien Sèvres et par ailleurs, j'ai des points de divergence que je voudrais souligner. Alors, pour ce qui est à mon avis, juste quelques mots sur ces grands apports, parce que je pense qu'il faut d'abord souligner ça. Je voudrais en souligner au moins trois. Tout son travail d'abord sur la dialectique, et qui me semble d'ailleurs un outil, enfin un legs commun à tous ceux qui se revendiquent du marxisme et du communisme, au-delà des différences de chapelle. Son travail sur le communisme sur la dialectique, pardon, est un des travaux les plus importants de ces dernières années. Alors simplement pour vous montrer son ouvrage Science et dialectique de la nature, où il s'agit d'explorer la dialectique chez Marx et de continuer dans un dialogue avec les scientifiques aujourd'hui, continuer ce geste. Il me semble aussi que les travaux de Lucien Sèvres sur l'anthropologie me semblent mériter là aussi d'être soulignés. Ils peuvent apparaître comme une sorte de legs commun aussi à tous ceux qui se revendiquent du marxisme et de l'anticapitalisme, parce que son anthropologie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mettre au centre notamment l'idée d'aliénation. Donc ça me semble tout à fait intéressant. Un autre point que j'aurais voulu souligner sur les apports de la pensée de Lucien Sèvres, c'est la question de la Révolution d'octobre et de Lénine en particulier, parce que Lucien Sèvres, finalement, c'est un des seuls à gauche à maintenir une référence positive à Lénine et à la Révolution d'octobre, en tout cas dans ses débuts. Voilà. La mode, elle est plutôt, à l'inverse, à repeindre Lénine en noir, et une diabolisation de Lénine qui conduit finalement à décrédibiliser toute alternative politique crédible. C'est-à-dire que finalement, la diabolisation de Lénine, ça conduit à ne tolérer comme alternative que des alternatives microscopiques, groupusculaires, et toute alternative qui essaierait de se hisser à la hauteur d'une transformation globale, eh bien, du coup, elle, en revanche, est critiquée. Alors justement, ce qui me semble intéressant chez Lucien Sèvres, c'est qu'il maintient cette référence à une transformation globale, une référence à Lénine, et il donne quelques clés pour le dédiaboliser. Le dédiaboliser ne voulant pas dire l'héroïser, évidemment. En particulier, il montre que la diabolisation de Lénine commence par faire abstraction à chaque fois du contenu de sa politique, c'est-à-dire sur les avancées d'octobre. Alors, je ne vais pas faire la liste, mais des avancées démocratiques essentielles, des avancées sur le droit des femmes, sont systématiquement occultées pour se concentrer sur la forme de sa politique, sur la méthode. Et ensuite, cette méthode politique, évidemment, elle est décontextualisée, c'est-à-dire on oublie que tout cela se déroule au sein d'une guerre civile,
un effondrement national, hein, de la Russie sans précédent. Alors, par contre, une fois que, si l'on maintient l'idée d'un moment émancipateur, au moins dans les débuts de la Révolution russe, alors on peut comprendre ensuite la propagation, hein, le fait que la Révolution russe soit apparue comme un mouvement, comme un souffle qui ait pu soulever des pays à travers le monde et initier, par exemple, des décolonisations. Et du coup, on a une vision du XXe siècle qui est l'opposition entre le capitalisme, ceux qui ont voulu en sortir, à savoir le mouvement communiste. Et le sens du XXe siècle, c'est ce grand affrontement. Si en revanche, on abandonne cette idée d'un moment émancipateur de la Révolution d'octobre, au moins à ses débuts, on finira, même si on est de gauche, hein, même si on est de gauche critique, de gauche radicale, on finira peu ou prou par se ranger du côté de la lecture libérale du siècle, c'est-à-dire l'opposition entre totalitarisme et démocratie. Hein, opposition complaisante, hein, puisqu'elle oublie par exemple que les démocraties en question étaient par exemple des empires coloniaux, etc. Donc voilà pour les trois choses qui semblent importantes dans la pensée de Lucien Sèvres et qui devraient constituer un legs vraiment pour tous ceux qui se réclament du communisme, hein, donc la dialectique, sa conception anthropologique et puis son rapport à la révolution russe. Je voudrais maintenant aborder donc les deux points de désaccord avec les propositions de Lucien Sèvres. Et voilà, j'insiste, hein, je ne veux pas faire quelque chose de trop historique sur l'œuvre de Lucien Sèvres, mais plutôt me centrer sur des aspects qui sont aussi par beaucoup d'autres à gauche. Hein. Donc même si on ne connaît pas les textes de Lucien Sèvres, néanmoins, les problématiques abordées, on les connaît. Voilà. Donc, deux points essentiellement, la façon dont il aborde la question du socialisme et du communisme, les rapports entre ces deux termes, et le deuxième point, les rapports entre l'horizontalité et la verticalité. Voilà. Donc, pour le premier point, donc la distinction entre socialisme et communisme, donc c'est une thèse qu'on retrouve ailleurs que chez Lucien Sèvres, par exemple, Yvon Quignou, que vous invitez aussi, la soutient. Donc l'intention de Lucien Sèvres, quand il propose cette distinction entre socialisme et communisme, c'est, dit-il, de faire rêver à nouveau de communisme. Et donc pour faire rêver à nouveau de communisme, il faut laver le communisme du soupçon qui pèse sur lui, à savoir donc les régimes du socialisme réel. Et donc comment s'y prendre pour laver le communisme des soupçons qui pèsent sur lui? Eh bien, on va distinguer socialisme et communisme, en disant que finalement le socialisme réel du XXe siècle n'avait rien de communiste. Voilà. Donc Lucien Sèvres explique que ce qui caractérisait ces pays, ce n'était pas du tout leur communisme, c'était au contraire leur flagrant non-communisme. Et du coup, puisque le communisme n'a jamais été essayé au XXe siècle, il essaie d'en expliquer, hein, les raisons, mais puisqu'il n'a jamais été essayé, eh bien, on ne peut pas déclarer qu'il a échoué. Voilà. Alors, ce qui caractérise au passage, hein, j'y reviendrai ensuite, le socialisme par opposition au communisme, c'est notamment la centralité de la question de l'État. Voilà. Alors, je ne veux pas nier qu'on puisse établir un certain nombre de différences entre socialisme et communisme, mais je voudrais simplement, de mon côté, essayer de penser leurs relations et de nuancer l'opposition, et que finalement, ce qui est intéressant, c'est plus la tension entre ces deux termes que la séparation complète et la promotion du communisme au détriment de l'autre, à savoir le socialisme. Alors, je voudrais partir d'un extrait d'un livre que Lucien Sèvres publie avec son fils Jean Sèvres, hein, Capital Exit ou Catastrophe. Donc, il écrit la chose suivante. Aujourd'hui, au contraire, hein, dit-il, du post-capitalisme s'est formé, s'expérimente et s'enrichit au sein même de ce qui le contredit violemment en des pays comme le nôtre. Donc, du post-capitalisme existe aujourd'hui dans nos sociétés. Il y a donc du déjà-là communisme. C'est un thème important de la pensée de Sèvres, d'insister sur le fait qu'il y a du déjà-là communiste. Gratuité des soins médicaux, retraite par répartition, salaire à vie des fonctionnaires, gratuité du don du sang, initiative des lanceurs d'alerte, expérience gestionnaire des coopérateurs. Voilà les exemples que donne Lucien Sèvres. Alors, néanmoins, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est qu'une bonne partie de ce post-capitalisme souligné, pointé du doigt par Lucien Sèvres, est en fait le résultat de luttes sociales qui se sont déroulées dans un contexte particulier,
à savoir le défi que constituait l'existence du camp socialiste. C'est-à-dire que la menace soviétique, hein, voilà, elle a contraint les bourgeoisies à un certain nombre de concessions en matière sociale et économique. Et d'ailleurs, bien au-delà, hein, je lisais dernièrement dans un article du Jacobin, une féministe américaine qui s'appelle Jenny Brown, qui explique comment finalement la lutte pour l'avortement, pour le droit à l'avortement aux États-Unis, avait elle aussi bénéficié de ce défi que constituait le camp socialiste. Alors simplement pour la citer, elle dit, cette féministe, hein, ce qui a vraiment aidé dans les années 60 dans la lutte pour l'avortement, c'est que la plupart des pays socialistes pratiquaient déjà l'avortement légal. Vous pouviez aller en Pologne et vous faire avorter pour 10 $. Les femmes quittaient le monde libre pour aller se faire avorter en Pologne pour pas cher. Cela a mis beaucoup de pression sur le monde capitaliste. Donc, ça veut dire que des choses que l'on peut considérer comme du dégel communiste ou post-capitaliste dans les sociétés capitalistes doit en fait son existence à du socialisme, c'est-à-dire aux pays du socialisme réel, qui sont donc d'une certaine manière des conditions de possibilité du post-capitalisme au sens du communisme hein, dans nos sociétés. Donc, la séparation des deux, socialisme et communisme, ici me semble un petit peu discutable et doit nous obliger à nous reposer la question donc d'alternative globale, hein, de transformation au niveau macroscopique, puisque ces transformations au niveau macroscopique à l'Est ont rendu possible des transformations et du post-capitalisme à l'Ouest. Voilà. Deuxième manière de contester un peu l'opposition entre socialisme et communisme, c'est en regardant cette fois-ci les pays du socialisme réel eux-mêmes, où l'on peut considérer que ces éléments de post-capitalisme qui ont été pointés du doigt par Lucien Seb hein, existaient là aussi déjà. Donc moi, je préfère penser les choses en ces termes, dire qu'il y a eu à l'intérieur du socialisme réel des éléments de communisme. Alors, et dire ça n'a absolument pas justification de ces régimes, oubli de la répression ou je ne sais quoi. Ça veut simplement dire qu'il y avait des éléments de communisme. Alors, il y a un certain nombre d'historiens hein, qui commencent, moi, il me semble, à souligner ces aspects émancipateurs, et ils le font sans complaisance avec les régimes. Hein. Je pense par exemple à Nicolas Offenstadt, hein, qui a écrit Le pays disparu sur la RDA, où, sans du tout nier la Stasi ou je ne sais quoi, hein, il insistait sur la question de la sécurité de l'emploi, en montrant comment c'était extrêmement structurant pour l'existence, et en montrant aussi comment le fait d'accéder à un logement facilement pouvait avoir des implications, par exemple, sur la question féministe, hein, puisqu'on pouvait très bien quitter le mari violent, par exemple, ou irrespectueux, parce qu'on pouvait assez facilement trouver un logement par ailleurs. Donc, ça me semble intéressant, plutôt que d'opposer socialisme et communisme, de voir comment peut-être il y avait déjà du communisme à l'intérieur du socialisme. Alors, et quand je dis ça, ce n'est pas simplement une question historique d'un bilan. Il ne s'agit pas seulement de faire un bilan en disant bah, finalement, c'était plus contrasté. Enfin, ça, c'est le travail des historiens, j'ai rien contre. Mais ce qui me semble le plus important, c'est que, en fait, si nous ne réfléchissons cette histoire du communisme plus même à de courts moments ou à de courts instants apparaître dans les pays du socialisme réel, eh bien, du coup, on ne va pas hériter, on ne va pas bénéficier des expériences, des réussites ou des échecs qui ont été tentés à ce moment-là. Alors, il me semble que du coup, le geste consistant à dire bah, finalement, le socialisme n'a rien à voir avec nous, c'est un geste qui ne va pas du tout nous inciter à aller regarder ce qui, dans ces régimes-là, pourtant, mériterait réflexion. J'insiste bien, mérite réflexion. Il ne s'agit pas de déclarer qu'il y avait des réussites, mais je prends un exemple, hein, pour être peut-être plus clair, hein, vous m'excuserez, mais je me suis, par exemple, intéressé à la question de l'autogestion, hein, et je pense qu'on a un certain nombre à s'intéresser à cette question-là, et dans toute la littérature consacrée à l'autogestion, jamais, ou presque jamais, de référence à l'expérience yougoslave. Alors, il y a le livre, il y a le meilleur livre sur le sujet, c'est celui de Catherine Samari, hein, Le marché contre l'autogestion. Mais à part ce livre, il n'y en a pas. Et du coup, c'est comme si nous recommencions à zéro.
alors que des expériences ont été tentées, l'autogestion par exemple dans le cadre d'une planification, et ça, il y a eu des réussites et des échecs, une autogestion dans le cadre du marché, réussite et échec, nous n'en tirons aucune connaissance, on recommence à zéro. Voilà. Comme si finalement les transmissions ne se faisaient pas. Et je pense que cette opposition trop radicale entre socialisme et communisme, elle empêche peut-être cette méditation sur ce passé, en disant finalement, ah, tout ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. Donc moi, je ne voudrais pas avoir ce rapport au passé, hein, et donc je préfère voir des éléments de communisme à la fois chez nous aujourd'hui et hier dans les socialismes réels. Ce qui conduit à garder une distance critique avec ces expériences, puisqu'elles n'étaient pas justement communistes complètement. Elles avaient simplement des éléments. Bon, le deuxième point sur lequel je voudrais venir maintenant, c'est sur la question de la verticalité et de l'horizontalité. Donc, c'est une question que l'on trouve chez Lucien Sèvres, et puis évidemment bien au-delà aujourd'hui dans la gauche critique. Hein. Et cette question, elle va porter sur deux objets entremêlés. Hein. C'est la question de l'État et la question du parti. Voilà. Alors, tout cela n'est pas étranger au diagnostic que Lucien Sèvres porte sur l'URSS. Et son diagnostic est le suivant, hein, c'est que le socialisme, en fait, voilà le problème, hein, a été hanté par la mythologie de l'État. Voilà, donc c'est l'expression qu'il utilise, hein, c'est la mythologie de l'État. Cette thèse, hein, ce n'est pas simplement Lucien Sèvres qui la tient, on peut même estimer qu'elle est très, très, très représentée dans le milieu dans la production éditoriale. Finalement, donc l'hypertrophie de l'État en URSS, elle serait l'effet donc d'une pensée qui aurait été fascinée par l'État et fascinée par la verticalité. Voilà. Et donc, Lucien Sèvres en fait la généalogie. Alors, il innocente Marx, que Marx a été critique de l'État et était tout à fait clair sur la question de son dépérissement. En revanche, Lassalle ou la social-démocratie allemande aurait péché par étatisme. Et finalement, ce jugement sur le passé, il a des implications présentes, à savoir que finalement, dorénavant, une gauche critique devrait s'avancer en se méfiant du vertical, hein, pour ne pas reproduire des expériences passées, et au contraire en assumant l'horizontalité et en essayant de penser des formes horizontales, voilà, d'exercice du pouvoir et d'organisation politique. Voilà. Alors, je voudrais discuter, je pense que cette thèse est discutable pour au moins deux raisons. D'abord, donc cette thèse, hein, je la redis, c'est-à-dire que c'est une sorte d'idéologie étatiste, une sorte de fascination pour l'État qui aurait conduit à l'étatisme réel en Union soviétique et à l'hypertrophie de l'État. Alors, d'abord, on pourrait contester cette lecture en considérant que l'étatisme soviétique ne doit pas grand-chose aux théories des dirigeants soviétiques ou des dirigeants de la Seconde Internationale, mais qu'il doit énormément au contexte social dans lequel est né l'URSS. Alors, je voudrais citer un dirigeant soviétique qui avait été interviewé par Svetlana Alexievitch, et un haut responsable du Kremlin, hein, de l'époque de Gorbatchev, et il disait « Notre État a toujours fonctionné sous le régime de la mobilisation dès les premiers jours. Il n'était pas conçu pour la paix. » Donc, il y avait cette idée finalement que le contexte de naissance de l'Union soviétique, civile la plus terrible qui soit, de toute façon, n'allait produire que des formes de pouvoir verticalisé, quelle que soit finalement l'idéologie de ces dirigeants. Voilà. Et que finalement, cette question du vertical et de l'horizontal n'est pas tellement un choix qui s'offre à nous, mais plutôt quelque chose qui nous est imposé par les circonstances. C'est-à-dire que si, par exemple, le Chiapas et le Rojava présentent des formes démocratiques intéressantes, et c'est le cas, c'est aussi parce que l'environnement, qui est hostile, hein, évidemment, l'environnement est hostile, mais il est moins hostile que l'environnement qui a vu naître l'Union soviétique, qui a eu 14 nations, qui l'attaquent, des dissensions internes, une guerre civile, enfin vous connaissez tout ça mieux que moi. Donc, comme si finalement la question de la verticalité et de l'horizontalité était plutôt une question objective, imposée par l'histoire, plutôt qu'une question de tradition théorique des militants. Mais néanmoins, je voudrais proposer une autre discussion de cette thèse qui me semble plus intéressante, hein, la thèse voulant que
fascination pour l'État produisent l'étatisme hein, des régimes socialistes. On peut, à mon avis, la discuter d'une autre façon, et je voudrais m'appuyer ici sur quelques pages du philosophe italien Domenico Losurdo, qui aborde cette question de l'étatisation lourde hein, en URSS. Et alors, il rappelle lui aussi le contexte, comme je viens de le faire, hein, mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'il va plus loin et il dit, en fait, non, il n'y a pas que le contexte qui joue, il y a aussi la culture politique des dirigeants bolcheviques qui va jouer un rôle dans l'étatisation, mais son jugement est complètement paradoxal par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que Domenico Losurdo va expliquer que la culture théorique dans laquelle ont été formés les dirigeants bolcheviques n'est pas du tout une culture étatiste, justement. C'est une culture anti-étatiste. Voilà. Avec une sorte de paradoxe et de retournement, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer, que la culture anti-étatiste va produire l'étatisme. Et donc, non pas la culture étatiste qui produit l'étatisme, enfin, elle peut, hein, on peut imaginer qu'une culture étatiste produise un étatisme lourd, mais en réalité, là, en l'occurrence, c'est plutôt une culture anti-étatiste qui produit l'étatisme, c'est-à-dire donc, ce n'est pas la fascination pour le vertical, mais la fascination pour l'horizontal qui, paradoxalement, a engendré la plus grande verticalité qui soit. Alors, on pourrait citer hein, de nombreux, c'est ce que fait Losurdo par exemple, August Bebel, hein, qui est vraiment le grand représentant, hein, ce n'est pas un marginal de la social-démocratie allemande, lorsqu'il parle de la société future, explique que toutes les institutions disparaîtront. L'armée, la police, le Parlement, la monnaie, plus aucune institution ne sera là, plus aucune verticalité du tout. On peut citer aussi, même si c'est très, effectivement, c'est pas pour provoquer, mais l'ouvrage de Staline, Anarchisme et marxiste, où Staline se déclare comme les autres, hein, finalement, hostile, ou en tout cas inscrit dans une perspective de dépérissement de l'État. Alors, cette culture de l'horizontalité, quel problème elle pose? C'est qu'en fait, du coup, les institutions, la question du pouvoir, la question de la centralité ne sont pas thématisées. Parce que tout cela, de toute façon, va disparaître assez rapidement. On en aura besoin pour s'opposer à nos adversaires, mais ensuite, tout cela va disparaître. Et du coup, nous n'avons pas besoin de réellement réfléchir à des verticalités alternatives, à des institutions alternatives, puisque de toute façon, elles vont disparaître d'elles-mêmes. Et donc, du coup, ce que j'appellerais, moi, du coup, plutôt une mythologie horizontaliste, hein, elle produit donc deux écueils, hein, donc, dans le contexte 1900, c'est l'impôt au pouvoir. Vous n'avez pas réfléchi aux institutions réellement avant d'y arriver, puisqu'elles vont disparaître. Donc, du coup, vous improvisez des formes institutionnelles en pleine guerre civile. Bon, on imagine que c'est les pires conditions pour faire des innovations institutionnelles et pour en fait reconduire les bonnes vieilles méthodes de domination verticale d'antan. Bon, voilà, c'est sans doute une... Donc ça, c'est le premier écueil, l'improvisation, puisque le vertical n'a pas été pris en charge. Et l'autre écueil, alors il est plus contemporain, conduit à considérer que finalement, le vertical étant par essence et toujours des possédants, on va le laisser. Voilà, donc on va le laisser à l'adversaire. Alors, je vous donne simplement une citation que j'avais d'un historien qui s'appelle James C. Scott, qui écrit Homo Domesticus, hein, qui s'intéresse à l'archéologie d'État, qui est extrêmement intéressant par ailleurs, hein, mais voilà ce qu'il dit à propos des perspectives politiques qui s'offrent à nous aujourd'hui. Hein, si nous voulons tirer du passé la leçon de la pensée verticale qui nous aurait induit en erreur, il dit, eh bien, je le cite, hein, « Le seul espoir pour domestiquer l'État, d'après moi, c'est d'avoir des mouvements de masse qui restent désorganisés, mêlent plusieurs revendications qui peuvent même parfois être contradictoires. L'un de mes amis disait, lorsque la révolution devient l'État, elle devient mon ennemi. Je pense la même chose. » Donc, la question de l'État est complètement évacuée. Il ne s'agit plus du tout d'occuper des positions de pouvoir, il ne s'agit plus du tout de conquérir l'État, mais de rester à l'extérieur de l'État, de laisser des verticalités aux autres et de s'organiser de manière horizontale, puisque s'organiser autrement risquerait de reconduire à des formes
verticalité. Donc, voilà, peut-être, moi, mon point de désaccord, ce serait que plutôt que d'opposer le vertical à l'horizontal, ça aurait été plutôt d'investir la question des verticalités alternatives qui soient moins dépossédantes, moins aliénantes que les formes, évidemment, hein, que là, je suis d'accord avec Lucien Sèvres, qu'on a connues en Union soviétique. Alors, toujours dans cette opposition, et pour terminer entre horizontalité et verticalité, je voudrais, parce que cette question, elle affecte la question d'État, mais elle affecte aussi la question du parti. Et c'est, à mon sens aussi, malgré des réflexions précieuses qu'on trouve dans un ouvrage qui s'appelle « Commencer par les fins », c'est aussi, à mon sens, une difficulté des analyses de Lucien Sèvres. Donc, dès 1989, dans Communisme qu'est le second souffle, Lucien Sèvres appelait au dépassement de la forme parti. Il le refera ensuite régulièrement dans Communisme commencé par les fins, jusque donc dans le dernier ouvrage de Lucien Sèvres, qui est celui-ci, un manuscrit publié à titre posthume, où on retrouve à nouveau cette question du dépassement de la forme partie. Et alors, je voudrais simplement, c'est un passant, tout dernier ouvrage paru il y a quelques mois, et qui me semble, à mon avis, résumer les difficultés de la position de Lucien Sèvres sur le sujet. Il explique qu'il faudra donc inventer un mode d'organisation nouveau, écartant aussi bien la verticalité autoritaire d'un parti que l'horizontalité évanescente d'un mouvement pour combiner de façon neuve responsabilité plénière des entrepreneurs d'initiative et centralité non directive de leur mise en cohérence. Ni verticalité d'un parti, ni horizontalité évanescente d'un mouvement. Là, je pense qu'il fait référence implicitement au mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ce qui me pose problème dans cette manière de présenter, depuis une vingtaine d'années, c'est que l'alternative est indéterminée. C'est ni la verticalité, ni l'horizontalité, mais on n'a pas réellement de forme organisationnelle davantage déterminée. Voilà. Et cette position pose d'autant plus problème que on sait que, par exemple, en matière démocratique, le fait de considérer qu'on va s'organiser en mouvement n'est pas, en tout cas, n'est pas une garantie de davantage de démocratie. Alors, dans les textes qu'il consacre au dépassement de la forme parti, il utilise un certain nombre d'expressions qui me semblent mériter examen. En fait, c'est plus ça mon problème avec sa thématique. Mon premier problème, c'est le caractère un peu indéterminé de la forme que prendra cette alternative politique. Mais ce qui me pose davantage problème encore, ce sont les points suivants. Alors, dans les textes, quelques citations. Dans les textes du début des années 1990, voilà ce que Lucien Sèvres dit à propos des partis politiques. Il souligne d'abord leur distance avec la société. Voilà pourquoi, finalement, il faudrait dépasser la forme parti, parce que c'est instaurer une grande distance entre eux et la société. Il souligne aussi leur incapacité, je cite, à être à l'écoute du réel et des gens. Et là, je voudrais insister sur les gens. Voilà. Et alors, l'explication, c'est que c'est la trop grande verticalité des organisations politiques qui, avec la société, et la distance et la capacité à écouter les gens. Bon, je laisserai de côté la question de savoir si c'est vraiment la verticalité du parti qui a vidé les partis de leurs adhérents ou d'autres facteurs socio-économiques, des évolutions historiques plus profondes. Ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est le fait ici que ne soit pas fait référence à l'idée de classe sociale. C'est-à-dire que le problème du parti, c'est sa distance avec la société, ou qu'il ne soit pas à l'écoute des gens. Voilà. De la même manière, à un autre endroit, il reprend une citation, il cite l'un de ses camarades en disant qu'il faut bâtir le parti d'un projet et non pas le parti d'une classe. Voilà. Donc à nouveau, la référence à la classe sociale pour penser le parti politique, elle disparaît. Alors, bien sûr qu'il faut la reprendre et la repenser, cette relation, mais là, ça me semble disparaître. Et ce qui est proposé, c'est l'idée d'articuler le parti politique avec la spontanéité des mouvements sociaux.
Voilà. C'est ça la proposition organisationnelle, c'est l'articulation des partis politiques avec la spontanéité des mouvements sociaux. Mais cette proposition est faite sans référence à la composition de classe de ces mouvements sociaux. Or ça, il me semble que c'est quelque chose qui mérite discussion, parce que justement, à quel type de mouvements sociaux on a affaire? Il me semble que la question de la composition de classe de ces mouvements sociaux est de première importance, parce que dans un contexte, celui des années 90, où victoire du néolibéralisme, désarmement généralisé des classes populaires, reflux de leurs organisations, bien, on sait très bien que dans un contexte de ce type, ceux qui vont le mieux réussir à s'organiser et à se mobiliser sont ceux qui vont être dotés d'un capital culturel, économique et social important. Voilà. C'est-à-dire que les mouvements, dans un contexte très difficile, ceux qui vont réussir le plus à se mobiliser dans des mouvements, c'est une petite bourgeoisie intellectuelle, dont je fais partie, d'ailleurs. Donc, si on dit que le rôle du parti, c'est de se lier au mouvement sans se poser la question de la composition de classe des mouvements, on va se retrouver, ou on risque de se retrouver, avec un parti politique lié à des mouvements d'un groupe social qui est plutôt groupe social, diplômé, etc. Or, il me semble que là, sous l'apparence d'une sorte de continuité, la continuité, c'est-à-dire le lien historique dans le mouvement ouvrier entre des partis politiques et des mouvements, c'est bien, ça a toujours été ainsi, mais sous l'apparente continuité, en fait, il y a une rupture, puisque dorénavant, le mouvement avec lequel on se lie, eh bien, vu qu'on ne se pose plus la question de son origine de classe, eh bien, il risque d'y avoir une substitution entre des mouvements populaires qui sont remplacés par des mouvements appartenant à la petite bourgeoisie, diplômée. Et peut-être que cela a à voir avec le fait que je sais pas, ce sont les graphiques, par exemple, de Thomas Piketty qui montrent que l'électorat de gauche en 1945, c'est les non-diplômés et qu'aujourd'hui, ce sont les diplômés. Il y a peut-être quelque chose à voir. Or, avec ça, il me semble que quand la question du parti est posée en référence au mouvement, mais que le mouvement lui-même n'est plus réfléchi en matière de classe, il y a un risque, voilà, que ce soit l'articulation des partis avec un nouveau groupe social qui serait donc la petite bourgeoisie bien dotée en capital culturel. Et un autre symptôme de ça, Lucien Sèvres propose la construction de nouvelles formes de cellules en lieu et place des anciennes cellules du Parti communiste. Alors bien, j'ai aucune illusion sur la bonne santé de ces cellules avant les années 90. Je ne me fais aucune illusion là-dessus, mais Lucien Sèvres proposait de remplacer les cellules traditionnelles par des cellules thématiques. C'est-à-dire qu'il y aurait, par les nouvelles formes organisationnelles, il y aurait une cellule consacrée à la santé, une cellule consacrée à la question de l'emploi, alors qu'auparavant, les cellules renvoyaient au lieu de travail et au lieu d'habitation. Or, il me semble que là aussi, il y a un petit glissement. C'est-à-dire que la cellule thématique me fait davantage penser au réseau de l'intellectuel et de l'universitaire, où on va être dans des groupes de discussion à différents endroits, par correspondance, etc., plutôt qu'aux sociabilités primaires des classes populaires, qui renvoient au travail et au lieu d'habitation. Donc là aussi, il me semble que cette réorganisation pourrait, enfin en tout cas, nous fait courir le risque de glisser, et de glisser dans la cible qui était celle des partis traditionnellement, à savoir les classes populaires. Voilà, donc j'ai à peu près terminé. Mais j'insiste, dans son dernier livre, Lucien Sèvres dit nous n'arrivons pas à construire une culture de la discussion entre gens qui sont anticapitalistes, c'est de narcissisme de la petite différence, c'est des anathèmes, nous ne nous lisons pas, nous nous caricaturons. Donc moi, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par insister sur vraiment les grands apports de la pensée de Lucien Sèvres, qui me semble indispensable, la dialectique, l'anthropologie et la question de Lénine, qui me semblent vraiment des choses qui devraient constituer vraiment des legs, un héritage qu'on devrait tirer de la pensée de Lucien Sèvres. Et je considère comme étant une façon de lui témoigner mon plus grand respect que de discuter de ses thèses, même quand je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Florian. J'ai bien fait d'insister pour que tu participes à nos rencontres, parce que toutes les problématiques que tu évoques, elles sont très intéressantes et
et je pense nourricière pour l'avenir de nos réflexions et puis de nos actions futures. Donc, écoutez, les personnes qui sont aujourd'hui présentes peuvent participer. Peut-être une première réaction de Jean, le fils de Lucien, qui est présent avec nous. Oui, bonjour. Oui, alors réaction, je vais réagir à travers une intervention que je ferai vendredi. Oui, tout à fait. Donc, je prends en compte déjà ce que vient de dire Florian Gully. Je suis d'accord avec un certain nombre de choses d'ailleurs. Je ne vais peut-être pas les lister toutes, mais sur la question de la réanalyse des expériences du socialisme réel, effectivement, ne pas abandonner l'étude de cette réalité-là, je suis tout à fait d'accord. Il a cité Offenstadt, pourquoi pas, oui, bien sûr, c'est très intéressant. Mais c'est oublier le fait, je reviendrai donc demain, c'est oublier le fait que il n'y a pas eu de véritable processus révolutionnaire engagé dans ces expériences-là, parce que ces pays étaient essentiellement préoccupés par l'idée de rattraper leur décalage avec les pays capitalistes développés, et qu'il n'y a pas eu de véritable émancipation des travailleurs dans ces sociétés-là. Donc, de mon point de vue, oui, il y a eu des présupposés favorables, intéressants, qui malheureusement aujourd'hui, pour une part, ont disparu. Il y a eu un retour au capitalisme. Et donc, il ne faut pas les négliger. Mais d'un autre côté, il me semble que voilà, le fond de l'affaire, c'est-à-dire la révolution communiste, n'a pas vraiment été engagé. Merci Jean. Vincent, peut-être une première réaction? Non. Si? Il dit non. Donc, Gérald? Écoute, pourquoi pas un peu improviser la réaction, mais j'interviendrai aussi vendredi matin, juste avant Jean Sève, sur un des points positifs qu'a souligné Florian Gully, donc sur l'anthropologie marxienne et la grande discussion qu'il y a eu avec les althussériens depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, même si c'est une discussion à bas bruit, pardon. Je suis d'accord avec toi, Florian, quand tu remets peut-être de la dialectique dans la recherche de, comment dire ça, de bribes de communisme dans les mouvements socialistes stalinisés des pays de l'Est, et de la même façon dont on peut trouver aujourd'hui du déjà là communisme ou de l'encore là communiste dans les différents aspects que tu as soulignés, le statut de la fonction publique, etc. Mais je crois qu'il faut remettre cela dans le contexte où Lucien Sève a cherché, je dirais, à retordre le bâton dans l'autre sens. C'est-à-dire, lui, en tant que communiste, et communiste non plus encarté, mais communiste jusqu'à la fin de sa vie, a voulu porter l'éclairage sur le fait que euh, le stalinisme avait oblitéré toute pensée rationnelle, je dirais, de ce que pouvait être le communisme aujourd'hui. Et en quelque sorte, il a peut-être tordu un peu trop fort le bâton dans l'autre sens, c'est-à-dire de dénoncer le fait que ces sociétés-là ont été tout sauf communisme. Donc c'est vrai que ta démarche de rechercher du communisme dans les sociétés socialistes, quel qu'ait été leur grave défaut, est intéressante. J'ai trouvé ça. Après, il y a une petite chose où j'aimerais qu'on discute peut-être davantage, c'est quand tu dis quand Sèvres cherche les nouvelles formes de militance, on va dire ça comme ça, au sein de ce qu'il n'appelle pas un mouvement lui-même, mais quand tu dis que il propose de remplacer les cellules par des cellules thématiques. Alors justement, enfin à ma connaissance, il ne parle pas de cellules, il parle d'organisation du mouvement à un autre niveau, parce que ramener ça au schéma des cellules du PCF, y compris d'aujourd'hui, encore que je ne sais pas s'il existe beaucoup de cellules toujours au PC aujourd'hui, mais il ne propose justement pas d'organiser des très petites unités de réflexion sur le territoire, mais d'organiser peut-être un mouvement de réflexion qui
essaye d'articuler justement cette horizontalité territoriale et une réflexion verticale qui porte vers des structures d'organisation, mais qui seraient, elles, de niveau national. Donc c'est ça toute la difficulté de penser, je crois, mais en tout cas son comment dire, sa visée n'est pas d'organiser des cellules même de réflexion nouvelle au niveau territorial très bas. Ça n'est pas comme ça que je l'ai entendu. Voilà, enfin quelques petites choses comme ça un peu en vrac. Alors, avant de te redonner la parole, Florian, moi, j'ai quelques questionnements qui ont fait naître mon intervention. D'abord, quand je ne suis pas un exégète ni de Lucien Sel, ni de Marx, ni d'autres auteurs, ou Lénine, etc., je suis un vieux militant passionné du Parti communiste, mais qui s'intéresse quand même à l'histoire des idées et à leur rapport, je dirais, à l'engagement politique. Et de ce point de vue, moi, ce que j'ai retenu de Sèvres, y compris, tu as cité d'ailleurs un des livres qui m'avait le plus marqué, c'est Le communisme commencé par les fins, hein, c'est-à-dire ça, j'avais trouvé ça absolument génial. Et moi, ce qui m'intéresse chez ces apports théoriques, c'est leur capacité ou pas à libérer l'initiative et l'action, qu'elle soit citoyenne ou organisée, quand il s'agit d'une organisation partisane. Et de ce point de vue-là, évidemment, dans une visée de transformation sociale. Mais, et de ce point de vue-là, bon, Sèvres a été d'un grand apport. J'ai moins côtoyé la pensée de Lénine, mais je crois que finalement, je vais peut-être m'y mettre, peut-être un peu tardivement. Mais en tout cas, moi, j'avais vécu enfin, un rapport à la pensée de Lénine, justement, sur la question de la verticalité. C'est-à-dire, ou en tout cas, je dirais de l'élitisme militant, pour dire les choses comme ça. J'ai analysé un petit peu la surpuissance, je dirais, de l'organisation telle que Lénine l'avait un petit peu théorisée, comme, je dirais, correspondant à un moment historique, hein, c'est-à-dire où les classes sociales, y compris populaires, n'avaient pas forcément une appropriation de leur histoire et de leur devenir conséquente. Et donc, évidemment, dans une période où l'élitisme était prédominant, je pense qu'un mouvement élitiste, comme pouvait l'être le Parti communiste à l'époque, pouvait être évidemment une forme d'organisation opérationnelle. Aujourd'hui, on n'en est plus là, enfin, je crois, dans la conception même de la transformation de la société. Et donc aujourd'hui, on est plus dans un rapport que Marx avait évoqué à son époque, qui était l'idée, je dirais, d'aider la société, d'aider donc les mouvements sociaux, politiques, économiques, à accoucher, je dirais, de la société moderne dont les êtres humains ont besoin pour satisfaire leurs besoins, produire et vivre. Et donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai trouvé donc des apports intéressants. De la même manière que je trouve, sans les idéaliser, évidemment, et avec une nécessaire rapport à la critique et à l'action, je dirais des apports tout à fait riches et passionnants, d'autant là dans la période, j'ai dit cette espèce de rencontre un peu étonnante entre Frédéric Lordon et Bernard Friot, on verra hein, en fin de nos travaux, qui sont aussi, là encore, de nature à libérer l'initiative citoyenne et donc politique, et donc y compris nourrir l'activité militante. J'ai eu ce même rapport avec Jean-Louis Sagot de Vourou à une époque où justement il a développé cette idée de frontières. Enfin, pour ceux qui ont peut-être lu, il avait écrit un bouquin que j'avais trouvé génial, dont malheureusement je ne retrouve pas immédiatement le titre. Mais voilà, moi ce que je cherche justement et ce que tu évoques m'apparaît tout à fait important. J'avais aussi relevé le besoin aussi d'approfondir les rapports entre communisme et socialisme. On avait commis avec Vincent Taconnet une tentative il y a 2 ou 3 ans, je dirais, d'expression un petit peu de cette recherche, qui était très inspirée évidemment par à la fois les travaux de Lucien, mais aussi les travaux de Frank Fixbar. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce qu'il a pu produire dans ce domaine. Je pense qu'il a aussi beaucoup lu Lucien. Ça
ça me semble évident. Mais voilà, cette recherche me semble… Alors, je ne partageais pas du tout, par contre, la manière dont CISEC établissait une rupture, justement, extrêmement inopérationnelle, à mon avis, à la fois au niveau de la pensée et de l'action, entre socialisme et communisme, justement. Et donc, oui, il y a besoin, je crois, de réintroduire un travail qui est, et un travail critique, je dirais, nourri par toutes ces questions-là, y compris nourri par les expériences politiques que nous venons nous-mêmes de vivre dans notre pays. Et là, je fais référence à ce qui s'est passé avec la tentative de Front de gauche, avec la tentative de certains de s'organiser dans un grand mouvement un peu… il ressemble étrangement d'ailleurs aux prédictions, en tout cas aux prévisites de Lucien, et qui effectivement s'écarte très vite des milieux populaires et je dirais d'un des rapports prioritaires que l'on a à établir avec la société. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'était un petit peu pour prolonger la réflexion que nous avons, hein, qui me paraît extrêmement productive du point de vue de ce que ça peut nous permettre de remettre en mouvement. Florian, à moins que quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Vincent souhaite. Alors, avant de te redonner la parole, Florian, Vincent. Allume ton micro, ça sera mieux. Oui, oui. En fait, tu me l'avais coupé, voilà. D'abord, pour préciser, je me demande si le bouquin de Sago de Voro auquel tu fais allusion ne serait pas l'Émancipation. Bien sûr que si. C'est celui-là. Bon, voilà. J'ai trouvé le Merci, mot. Vincent. Et effectivement, nous voici libérés, même si pas totalement et pas suffisamment émancipés. Je voulais revenir, moi, sur la question des premières années de la révolution soviétique et des questionnements à son propos. Alors, effectivement, je crois que la contextualisation est si forte et si puissante qu'on peut un peu assimiler l'époque de la naissance de l'Union soviétique à l'époque de la terreur dans la Révolution française, dans la mesure où, effectivement, entre guillemets, il faut faire face à l'ennemi. Si je ne m'abuse, un certain général, je crois que c'est Kourilov, disait qu'il était prêt, lui, russe, à supprimer les 3/4 de la population russe pour l'empêcher d'être sous un régime rouge. Et il a dit ça dès le début de la révolution bolchevique, quoi. Donc, effectivement, il y avait des moyens absolument considérables qui étaient là pour faire crever cette révolution dans l'œuf. Mais à ce propos, effectivement, on est dans une contradiction absolument incroyable parce que dans ce contexte, dans les premières années, moi, je pense à 2 éléments sur lesquels on n'a absolument pas assez travaillé et qu'on n'a pas suffisamment fait connaître. D'une part, la question de la révolution des femmes, et je pense à ce petit bouquin maintenant quasiment introuvable de Serge Jayons, La révolution des femmes au cœur de l'Asie soviétique, qui montre et qui décrit un affrontement de classe à un niveau d'une violence inouïe avec de très jeunes militants bolcheviques qui risquent leur vie tous les jours en essayant dans les populations de ces nouvelles républiques de faire triompher des idées qu'on appellerait maintenant sociétales, quoi, c'est-à-dire le droit à l'avortement, la suppression de la pratique du kalim, etc., etc. On n'est plus dans la question voile ou pas voile, là, on est dans des questions extrêmement fortes et extrêmement violentes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, là aussi avec des contradictions absolument énormes, c'est celui de l'intense développement
des initiatives culturelles et artistiques à cette époque-là, dans tous les domaines, dans les arts plastiques, dans l'écriture, dans les débats, etc., etc. Et là aussi, contradiction absolument énorme, totalement par lui assumé, mais un homme comme Varlan Chalamov, connu à juste titre pour son énorme bouquin sur la Colima, est aussi l'auteur d'un tout petit livre paru aux éditions Verdier et qui s'appelle Les années 20. Et dans ce bouquin, il évoque ce contexte absolument incroyable de débat, d'initiative et en même temps de répression contre certains aspects, disons, comment dirais-je, de l'inventivité artistique dans la même période. C'est-à-dire qu'il évoque à la fois ses années de prison à lui et les initiatives qu'il a pu mener avec d'autres dans un mouvement culturel d'une richesse absolument éblouissante. Alors, que dire de tout ça par rapport aux remarques qui ont été faites? Il est bien clair que le contexte, à mon avis, dans tous les moments historiques, joue un rôle considérable, prédominant, mais peut-être que, pourquoi pas, on pourrait aussi réfléchir à ce qui a pu mener à de telles dérives, de telles contradictions et de telles souffrances. Parce qu'enfin, entre la déclaration tout le pouvoir aux soviets ou la nation que je ne crois pas apocryphe de Lénine qui voulait faire de la ménagère une ministre comme objectif annoncé, et puis la suite, il y a comme un trou, et un gros trou d'air, quoi, ou un trou noir, comme dirait Jean-Marie. Mais en tout cas, je pense qu'il faut réfléchir davantage. Je ne crois pas qu'on puisse dire, bon, c'est la faute au contexte, ou de la même manière, on ne peut pas non plus, et là je suis d'accord avec Florian, de dire, bon, ben, évidemment, il n'était que des États socialistes, donc ça ne nous intéresse plus, ce n'est pas de notre faute, entre guillemets, nous sommes dédouanés. Je m'arrête là. Ok, merci Vincent. Ben, écoute, on est presque arrivé à la fin du créneau prévu, mais tu as tout le temps que tu veux, Florian, pour intervenir. Hein. Ok, je ne peux pas répondre à tout, du coup, juste quelques mots. Hein, donc, effectivement, moi, je pense que le contexte n'explique pas hein, complètement. Hein, c'est pour ça qu'il me semble que l'idée que la fascination pour l'horizontal peut engendrer du vertical, moi, je pense que c'est quelque chose qui mérite discussion, en tout cas. Hein, que l'idée, ce n'est pas simplement les penseurs du vertical qui nous font du vertical, c'est les penseurs de l'horizontal qui, quand même bien souvent, on fait si souvent du vertical qu'on pourrait se demander s'il n'y a peut-être pas un lien entre l'horizontalisme et la verticalité. Après, sur toutes ces questions-là, il y a aussi une différence de la question d'où on parle, c'est-à-dire et à quel moment on parle. C'est-à-dire que moi, pourquoi je parlais de ces choses-là, c'est aussi par rapport à mon métier, c'est-à-dire que je suis enseignant et je suis confronté à des jeunes depuis plusieurs années maintenant. Et pour eux, les alternatives, c'est à l'échelle microscopique. C'est comme ça qu'ils pensent alternative, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas grand-chose de la politique, éventuellement pour éviter que le pire arrive, point. Mais les alternatives sont microscopiques. Et l'idée pour eux qu'il puisse y avoir des alternatives macroscopiques, en fait, c'est en train de disparaître, j'ai l'impression, de leur horizon. C'est-à-dire que, en fait, les pays de l'Est, tous ces trucs-là, en fait, ça n'existe plus, même pas comme repoussoir. Hein, c'est simplement, c'est vieux, quoi. Pour eux, c'est un monde qui a disparu. Et moi, il me semblait, hein, je reprends mon exemple de l'autogestion, que je trouve dommage que dans des ouvrages sur l'autogestion, il n'y ait pas ce travail fait, par exemple, sur l'expérience yougoslave, encore une fois, pas du tout pour l'idéaliser, mais justement pour voir pourquoi ça n'a pas marché et comment. Alors que là, on a l'impression d'une discussion qui reprend à zéro, avec des questions qui, en principe, ont été réglées, par exemple, dans le bouquin de Catherine Samary,
mais simplement, vu que l'expérience a complètement été oubliée, ben, on se repose des questions qui ont déjà été réglées. Voilà, c'était juste pour ce genre de choses que j'estimais important d'avoir un retour critique sur ces choses-là, mais critique, hein, pas du tout pour les idéaliser. Et en insistant, je terminerai juste là-dessus, sur le fait que voilà, les pensées horizontales ne prémunissent pas du tout, je pense, je crois même le contraire, hein, contre le retour du vertical. Voilà, mais je vais pas, je sais, voilà, vous avez un timing, je ne vais pas parler plus longtemps. Pour quand même, juste pour ce qui est des cellules, hein, je crois quand même que dans Commencer par les fins, il y a bien cette expression de cellules de type nouveau qui est utilisée. Voilà. Mais bon, c'est un détail, hein, sans importance. Merci Florian pour ta passionnante contribution. Et donc, on va respirer 2 minutes avant de ensuite donner la parole à Christian Laval. Donc, je vous quitte, hein, vous m'excuserez, je ne peux pas assister aux autres, j'ai cours en fait. Voilà. Pas de souci, t'inquiète pas Florian. À très bientôt, à une prochaine, de toute façon. Merci pour l'invitation. À bientôt.